Je suis très fière d'être là aujourd'hui dans cette dimension de réflexion et voilà, à l'initiative de notre présidente Bruno Falissard et de nos jeunes et dynamiques collègues. Et aussi fière d'être dans cette Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées pour voilà, essayer de réfléchir nos pratiques et d'apporter notre pierre à l'édifice de cette belle discipline qu'est la psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent et des disciplines associées. Alors, la spécificité de la SFPEADA, c'est effectivement, et comme ça a été souligné par notre collègue cadre-infirmier, d'avoir des disciplines associées et voilà, ça nous paraît aussi très important aux côtés des familles, mais d'arriver à réfléchir la place de chacun dans notre évaluation des pratiques et des recommandations que l'on peut faire. Bon, et puis c'est vrai que Jonathan Lachal nous l'a rappelé ce matin, mais c'est vrai que notre démarche s'appuyait sur le fait dans la réflexion sur le dépistage des troubles précoces de psychose émergence à l'adolescence, on s'était rendu compte qu'on était auditionné, mais que l'étude était pilotée par 2 psychiatres de l'adulte et que, d'une certaine façon, c'est comme si, à chaque fois qu'on s'interroge sur nos pratiques, les recommandations, eh bien, ça se faisait toujours sans nous, les professionnels de soins du champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées, ce qui est un paradoxe. Et le paradoxe supplémentaire, c'est de nous reprocher des mises en application sans nous donner les moyens humains en temps, voilà, tout en multipliant nos missions et en nous tapant un peu sur la tête en disant finalement vous n'êtes pas si compétent que ça, hein, puisque vous voyez, vous n'arrivez pas à appliquer les recommandations qu'on vous a pourtant enfin si intelligemment préconisées. Alors ça peut aboutir à des risques de clivage, hein. C'est vrai que Louise et Émilie, tu parlais de ça, mais enfin vous allez chacun pouvoir développer comment ça se décline. C'est vrai qu'il y a un enjeu majeur et je pense que effectivement cette journée est déjà un succès dans le sens de se mettre tous autour de la table pour dire on arrête de se cliver, il n'y a pas les bons, les nuls, ceux qui arrivent à appliquer, ceux qui n'y arriveraient pas, ceux qu'on va punir et puis ceux qu'on va récompenser, mais il y a plutôt l'idée de comment collectivement on peut sortir d'une période qui est quand même très difficile pour les professionnels de psy de l'enfant et de l'adolescent, dans une ambiance de confiance où on puisse discuter assez sereinement de qu'est-ce qui nous pose problème, sans se sentir tout de suite mis en accusation, avec nos partenaires, donc des autres champs, voilà, médico-sociaux, justice, éducation nationale, avec les familles, avec les différentes disciplines, dans une relative confiance pour dire voilà ce qui pose problème, voilà là où on n'y arrive pas, et pas se décourager chacun dans son coin en se disant voilà, soit on n'y arrive pas, hein, il y a quand même quelque chose comme ça de fragilité qu'on peut percevoir dans les équipes et chez les collègues et notamment en fonction des territoires. Et essayer de redonner de l'énergie et du punch et de la valeur ajoutée à nos pratiques qui sont quand même un terreau mais incroyable, formidable. Et c'est vrai que si on veut revaloriser notre discipline et aussi favoriser les vocations, on a intérêt à s'inscrire dans cette démarche, hein, je pense vraiment. Alors je vais d'abord donner la parole, et je suis ravie d'accueillir cet après-midi à Denise Wall, qui représente les CMPP aujourd'hui et qui est la vice-présidente de la Fédération nationale des CMPP, pour nous dire un petit peu quel est son ressenti par rapport voilà, à cette méthodologie, à l'idée même de ces préconisations, de pouvoir nous-mêmes être force de proposition sur un référentiel en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Merci beaucoup de cette invitation. Merci à Bruno et à la Société française de psychiatrie. Donc, je représente effectivement aujourd'hui la Fédération nationale des CMPP, donc structure ambulatoire, associative,
du médico-social. Et on fait quand même énormément de soins pédopsychiatriques dans ces structures, comme on l'a dit, de manière très pluridisciplinaire. Je me suis imprégnée le plus possible aujourd'hui de toutes ces interventions très riches, et c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites, donc je vais vous transmettre un petit peu en vrac, moi aussi, des idées qui me paraissent essentielles. À mon sens, ce qui doit transparaître donc, dans cette démarche de recommandation, que vous gardiez ou pas cette terminologie, c'est d'abord de mettre en évidence la spécificité de la pédopsychiatrie. Mettre en valeur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on soigne des enfants, des adolescents et leurs familles, bien sûr, dans cette idée, justement, que l'enfant et l'adolescent ne se soignent pas sans la famille. C'est déjà une spécificité. L'aspect pluridisciplinaire, ça c'est très important. L'évolution. Enfin, l'enfant grandit, donc il évolue tout le temps. Hein, ça veut dire que tout va évoluer avec lui. Effectivement, même le diagnostic, il va évoluer. Donc, on est bien dans une construction du diagnostic, une démarche constructive du diagnostic. Voilà. Et l'importance de l'environnement. Donc, ça me paraît absolument fondamental que ça puisse transparaître tout le temps comme des points de vigilance. Qu'il y ait des rappels comme ça. Hein. On est vigilant parce qu'il y a ces éléments-là, etc. Comme un principe de base qui pourrait même être mis en intitulé, quoi, comme un principe de base. L'autre aspect qui me paraît important, c'est ce qui a été dit un peu ce matin, c'est-à-dire de revenir sur quelque chose qui a complètement disparu, en particulier... vous le remarquerez hein, dans la DSM-5 et la CIM-11 actuellement, c'est la graduation des soins, c'est-à-dire l'intensité, enfin pas des soins, des troubles. Il n'y a plus, on ne sait plus si c'est grave, si c'est pas grave, si c'est intense, fréquent, pas fréquent. Donc c'est complètement nivelé, cet aspect-là est nivelé. Je trouve que c'est très important parce que le soin n'est pas le même. Hein, c'est ce qui s'est dit ce matin. Revenir sur cette notion très fondamentale de l'aspect socio-économique des familles, parce qu'on le voit bien en institution, on reçoit vraiment beaucoup de précarité, hein, beaucoup de situations difficiles, donc il faut le mettre en valeur et il faut que ça soit noté aussi. L'histoire de la complexité, alors oui, comme ça a été dit, c'est vraiment important qu'on revienne à de la simplicité. C'est-à-dire comment expliciter la complexité en revenant à de la simplicité. Mais pour revenir à de la simplicité, c'est pas facile, il faut de la structuration. Et la structuration, c'est quoi? C'est redonner du sens à ce qu'on dit, c'est-à-dire faire du lien. Hein. C'est la façon dont moi je rédige par exemple les certificats MDPH. C'est-à-dire que je décris bien sûr des symptômes, mais je redonne du sens, je remets du lien. Redonner du sens, passer par un peu de narration quand même, parce qu'on est dans une entité quand même de rencontre, comme on l'a dit, de rencontre humaine avec l'autre, tout le temps, quoi, avec l'enfant, la famille, l'ado. Donc cette dimension-là, elle doit transparaître aussi à travers ces recommandations, d'une manière ou d'une autre. Redonner de l'historicité, voilà, et l'environnement, ça j'ai dit. Donc la complexité, pour moi, ça rassemble cet ensemble-là, finalement. Bon, c'est facile à dire, hein. Bon, faut le faire après. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, moi, ce que je trouve vraiment très très bien, c'est de revenir au côté accessible et au plus près de nos pratiques, au plus près aussi du terrain et de la notion de comment vivent les territoires au niveau local, parce qu'on voit bien qu'il y a une dynamique dans nos territoires au niveau local, à travers les réseaux, à travers les rencontres, à travers notre façon de communiquer. Il faut qu'on puisse avoir cette liberté aussi. L'autre dimension, c'est la liberté, c'est-à-dire, oui, des recommandations, il faut bien revenir aux définitions premières qui ont été dites au départ, c'est-à-dire que ça reste un guide, ça ne doit pas être une injonction,
et certainement pas une injonction paradoxale, comme ça l'est actuellement, et c'est pour ça que les équipes sont complètement désemparées, hein. On est tous un peu perdus avec ça, mais que ça doit être un guide bienveillant, qui laisse une part de créativité à nos équipes, à nous, aux soignants en général, et qui laisse aussi ce qui est du point de vue déontologie, c'est-à-dire souvent aux responsables des soins, c'est-à-dire aux pédopsychiatres des équipes, la liberté déontologique de leur prescription. Donc certes, c'est vrai que les recommandations, et on l'avait nous beaucoup étudié quand on avait été très attaqué, si vous vous souvenez, en Nouvelle-Aquitaine, donc on avait fait appel à des jurys, des avocats. On avait fait aussi appel au conseil éthique de l'ordre des médecins au niveau national. Il faut y penser, hein, parce que ce sont des gens très intéressants. Et ils nous avaient renvoyé que, effectivement, quel que soit le lieu, mais c'est marqué dans les articles de déontologie, hein, quel que soit le lieu d'exercice du médecin, il garde sa liberté de discernement. Et quelles que soient les recommandations dont, effectivement, c'est vrai, il doit être informé. C'est vrai, il n'a pas le droit de ne pas connaître les recommandations. Bon. Mais s'il n'applique pas strictement les recommandations de pratique actuelle de l'HAS, il doit pouvoir l'argumenter. Ça, c'était un précepte que j'ai bien retenu du côté juridique. Donc, cette liberté absolument fondamentale dans nos métiers, cette capacité de discernement. Et l'autre aspect, peut-être très important, c'est que dans nos métiers, on est engagé. Donc oui, on fait de la politique malgré nous, peut-être, je ne sais pas, mais on est engagé. Hein, et on devient à ce moment-là force de proposition. On est force de proposition. Et c'est ce qu'on devrait être, au fond, par rapport à nos décideurs et nos ministères. Et l'HAS, et parfois, il y a eu des époques où ça l'était. Peut-être encore, ça peut l'être dans certaines instances. Mais être force de proposition, c'est se mettre aussi à égalité avec l'autre. C'est-à-dire que l'HAS, au fond, dans les intentions premières, je ne sais pas où ça en est actuellement, dans les intentions premières, c'était bien d'amener de la qualité dans nos pratiques, de nous guider, d'encadrer, de renouveler, hein, aussi d'être au plus près du renouvellement des connaissances. Et bien nous aussi. Pareil, hein, on est donc à égalité. Donc il n'y a pas de raison de ne pas être présent sur cette scène aussi. Et donc, comme je disais ce matin, à réfléchir maintenant à comment on s'associe les uns les autres, en fonction aussi du temps, de nos possibilités, des thématiques qui nous concernent plus, et comment on va se positionner aussi une fois que les recommandations sont faites, c'est-à-dire dans 18 mois, enfin non, bientôt. Comment on va se positionner vis-à-vis de l'HAS pour que, quand même, ça ne soit pas une contre-proposition stérile qui va amener de l'opposition, du rejet, de l'agressivité, etc. Et là, on est dans un cercle infernal et on ne s'en sort pas. Et là, en termes d'énergie, on s'épuise. Donc, je crois qu'il faut bien réfléchir à ce positionnement. Voilà. Alors, bravo, merci beaucoup, parce que c'est vraiment le sens même de cette démarche. Hein. C'est comment être force de proposition, comment garder de la créativité. Donc c'est vraiment tout ce que tu as pu décliner. C'est vrai que c'est important. Et la liberté, c'est important, mais il faut les moyens de sa liberté. Donc il y a toujours cette question des finances, qui est quand même le nerf de la guerre, qui est aussi important. De réfléchir les termes en coûts, en moyens et en économie aussi, parce qu'on est dans cette dimension-là, on l'a bien compris, hein, les finances publiques, il n'y a pas trop de sous dans les caisses, mais comment comprendre que cet investissement dans la jeunesse, dans les soins psychiques, à la hauteur de toute l'épidémie où on voit le niveau de la souffrance psychique des jeunes, comment c'est mis en avant, eh bien, les soins en regard, c'est aussi important de les mettre en place et de soutenir les équipes, comme tu l'as très bien dit, qui sont engagés. Hein. Aujourd'hui, il y a vraiment des professionnels très engagés et qu'il faut soutenir. C'est comment les soutenir et comment, ce qui est notre administration, effectivement, qui était là au départ pour nous donner des guidelines, une structuration.
elle se retrouve dans un espèce de mécanisme ubuesque à lutter contre les professionnels qu'elle doit soutenir. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et qui est absolument contre-productif, y compris ce que je disais ce matin dans un management de changement, parce qu'après tout, oui, pourquoi pas réfléchir sur un changement de nos pratiques. Et d'ailleurs, un des changements les plus importants, je pense que et Jonathan Lachal et Bruno Falissard l'ont souligné, c'est toute cette démarche de recherche qualitative et d'aller de se servir alors aussi bien de ce qui peut être le terrain expérimentiel des patients, des familles, des enfants, des ados, mais aussi des professionnels qui ont aussi une pratique, une expérience, et ça serait aussi important de voir, et des questions, hein, parce que c'est ce que disait Thomas Gergo, c'est que plus on en sait, et puis plus on est en mesure de remettre en cause ce qu'on sait et de repartir dans des pistes de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic, qu'est-ce que c'est qu'un handicap, qu'est-ce que c'est qu'un traitement, quelle place a le médecin, quelle place a la famille. Voilà, donc remettre ça au travail, c'est au cœur même de notre question, de nos missions, et quelles que soient, je dirais presque, nos disciplines, parce que même cette question de sciences humaines ou pas sciences humaines, ça me fait penser à moi, quand j'ai été reçue à Nantes par le professeur Besançon, il m'avait demandé si j'étais littéraire ou scientifique, et je n'avais pas su répondre à cette question. Et j'avais dit les deux, en fait. Voilà. Parce qu'il y avait un monde clivé où on était soit littéraire, soit scientifique. Mais moi, à mon époque, pour faire médecine, de toute façon, il fallait quand même être une certaine bête à concours et pouvoir parler mathématiques. Mais voilà, la narrativité, le récit, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté. Donc je pense qu'on a le droit d'être les deux à la fois. Et pour les psychologues aussi. C'est pour ça que je voulais prendre le relais. C'est-à-dire, oui, vous êtes le garant des sciences humaines, mais pour autant, on a besoin de vous dans le soin. On a besoin aussi que vous réfléchissiez, enfin, avec nous, à nos côtés, voilà, pour voir comment on peut réfléchir sur cette organisation du soin, les recommandations, les recherches. Et vous êtes vraiment partie prenante. Alors comme ça, je passe la parole à Didier Drieux, qui est professeur de psychopathologie à Rouen et qui aussi avec moi en partage l'intérêt du travail avec les familles, les thérapies familiales, les si mal nommées, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de traiter, de soigner les familles, mais de prendre les familles comme une véritable ressource et de voir quelles ressources elles peuvent mobiliser au service d'un patient voilà, qui ne va pas bien. Et en général, quand un enfant ne va pas bien, c'est toute la famille qui ne va pas bien. Hein. Il y a des échos systémiques. Voilà, travail sur les familles, travail sur les vulnérabilités. Et je trouve ça déjà un très beau programme. Merci Didier. Merci. Vous m'entendez? Oui. Alors, au début, ça ne marche pas. Sinon, je peux te filer mon téléphone. Ouais. Oui. Donc, au début, j'avais prévu un PowerPoint, mais finalement, je préfère réagir parce que petit à petit, justement, ce qui m'est venu en écoutant ce matin et cet après-midi, ce qui m'est venu, c'est ma posture plutôt aussi d'abord de directeur jusqu'à mai, de directeur d'un labo où j'ai la chance d'accueillir deux pédopsychiatres, donc voilà, qui viennent travailler avec un labo, principalement des psychologues, voilà, en SHS. Et puis, l'autre partie, c'était ma casquette de thérapeute familial que j'exerce à peu près 8 heures par semaine dans un CMPP. Pour insister beaucoup, justement, sur, au fond, comment faire participer les familles, et particulièrement les familles les plus vulnérables, à ces travaux-là. Voilà. Alors j'avais 4 points sur lesquels je voulais revenir, et surtout 4 points autour de cette question du pragmatisme. Et on pourrait dire de la marge d'incertitude, en lien avec le terrain, comment on vit. Et d'abord, la professionnalité des psychologues.
parce que bon, j'ai la chance d'encadrer un master de psycho. Bon, on va retrouver en pédopsychiatrie à peu près 3 types de psychologues. Les psychologues psychologie clinique et patho, qui sont à peu près 80% de l'effectif en pédopsychiatrie. Et puis 20% des psychologues du développement, et puis des psychologues, des neuropsychologues spécialistes plutôt des bilans. Alors, qu'est-ce qui est en difficulté dans notre professionnalité ? De plus en plus, on a bien du mal à trouver des stages, déjà, pour nos étudiants en master, des stages qui sont conséquents, des stages de 300 heures, pour justement faire en sorte qu'ils puissent aller sur ce terrain de la pédopsychiatrie, quoi. C'est de plus en plus compliqué. On voit bien qu'il y a des équipes qui souffrent par ce biais-là, parce que très souvent, on nous répond négativement parce qu'il y a de la souffrance. Alors, on arrive avec... Il faut peut-être l'expliquer parce que c'est difficile à comprendre. Moi, j'arrive à comprendre ça en ce sens qu'il faut du temps, de la disponibilité. Ouais. Oui. La souffrance des équipes, c'est-à-dire qu'on peut accueillir un stagiaire que si on est suffisamment bien, qu'on a du temps, de la disponibilité pour l'étayer, pour échanger, pour le prendre en charge. Donc, c'est comme ça que j'entends ça. Voilà, bien sûr, parce que les 150 premières heures de stage, grosso modo, c'est un travail d'observation. Voilà. Donc, observation, il faut que les psychologues puissent intégrer justement des dispositifs où ils observent, quoi. Oui, il observe et où il soit contenu, c'est ça aussi. Il soit contenu, il soit repris, il y a de la supervision, même s'il y en a en fac, il faut qu'il y en ait aussi sur le terrain, quoi. Bien sûr. Alors, c'est ce qui fait aussi que depuis 25 ans, presque, on a, et j'ai la chance aussi de travailler avec 2 équipes au Québec, qui ont travaillé à la mise en place d'un doctorat d'exercice. C'est ce qui fait qu'on est toujours sur cette idée de créer des années supplémentaires pour aller vers un doctorat d'exercice. Et on n'y arrive pas, c'est un vœu pieux depuis pas mal d'années. Je pense que les recommandations en pédopsych pourraient permettre de créer des dispositifs justement qui aideraient à créer des formations allant vers ce type de formation. Parce que, par ailleurs, le labo où je suis, on a de plus en plus de contrats CIFRE, par exemple. Donc des financements dans des institutions, dans des services publics, pour des thèses. Et pourquoi pas, justement, un développement d'un doctorat d'exercice à partir, justement, de ces questions-là. Oui, moi j'aimerais faire l'avocat du diable. À quoi ça sert de faire une thèse en psycho ? Alors, à quoi ça sert ? Par exemple, on a actuellement 4-5 travaux de thèse. J'allais en parler pour 4-5 travaux de thèse autour des pratiques du psychologue, et de l'équipe et des équipes. Exemple, pour une thèse que j'ai accompagnée, c'est quelqu'un qui travaillait avec des enfants autistes en hôpital de jour. Avec la grande difficulté justement de cette scission des représentations qu'ont les parents et qu'ont l'équipe justement des potentialités de l'enfant. Là, elle a travaillé avec une échelle qui existe à la Vineland, qui permettait par exemple de travailler sur la comparaison des représentations et qui permettait de retrouver des alliances de travail intenses dans l'hôpital de jour où elle travaillait. Oui, donc c'est passionnant. C'est à la fois clinique, à la fois ça a une dimension tout de suite thérapeutique, enfin de réfléchir quel lien entre la famille, l'équipe. Une majorité de thèses sont des thèses qui sont faites sur cet axe un peu, enfin chez nous, en tout cas dans le labo, de recherche-action. C'est-à-dire que des recherches, mais qui puissent avoir des retombées sur les équipes, quoi. Un autre type de thèse qui se fait en collaboration avec le projet de Priscille Jardin, par exemple, c'est travailler sur les comportements des jeunes en protection de l'enfance. Les problèmes de comportement
comment les penser davantage du côté justement de l'impact des traumatismes qu'ils ont connus, leurs modalités de résilience, et comment justement faire évoluer le soin et faire évoluer surtout les pratiques éducatives aussi dans les institutions. Alors là, ça sonne formidable, c'est-à-dire que ça donne un financement et une personne pour faire travailler ensemble l'ASE, la pédopsychiatrie, et un temps dédié, un financement dédié. Exactement, c'est pour ça que je disais, et pourquoi pas à un moment donné un doctorat d'exercice pour vraiment refaire penser les pratiques, parce que il y avait un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que, évidemment, comme on a un problème de professionnalisation, de formation, par exemple, quand même un avantage des psychologues, c'était la clinique du bilan. Voilà. Mais la clinique du bilan, aujourd'hui, avec les problématiques complexes qu'on a évoquées, c'est à un moment donné, justement, on disait tout à l'heure, rajouter des éléments de bilan pour travailler sur la narrativité, par exemple, pour travailler sur la réflexivité, pour travailler sur la mentalisation. Oui, c'est ça. Ça ne serait pas pour enfermer un patient dans un diagnostic, mais plutôt pour réfléchir une démarche diagnostique et que le patient et sa famille puissent se l'approprier. Voilà, une démarche diagnostique avec la possibilité que les parents et enfants se l'approprient, et la possibilité aussi de mettre en place peut-être même des groupes de travail par la suite, ou sur la même... parce qu'il y a l'expérience en CMPP, en CMP, groupe parents-enfants, mais qui travaillent davantage justement sur la réflexivité, l'accordage. Ah, ça, moi, je trouve que c'est un des moteurs les plus puissants. Ça, justement, dans le travail thérapeutique, les groupes de parents, et voir les groupes de parents, enfants, de familles, souvent, d'abord, ils se mettent au travail et ils arrivent plus à s'apprendre les uns les autres que quand on est dans cette position médicale, envers les familles et les patients. Et c'est un outil vraiment très, très précieux. Et cette question aussi du soin, alors voilà, troisième question que je voulais aborder, c'est la question du soin, parce que, bon, on a une vieille référence, enfin en tout cas dans mon background clinique, qui est la posture de Philippe Jamet, qui parlait de plurifocalité dans les soins. L'importance qui s'est d'abord ouverte à l'hôpital et puis qui a semé des petites graines, j'ai envie de dire, dans les CMP, dans la pédopsie. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on a bien vu la question justement de la comorbidité, la question... ça nous oblige, quelque part, à refonder la plurifocalité avec peut-être des approches peut-être différentes, justement peut-être en ouvrant sur plusieurs approches. On a parlé d'approche intégrative ce matin, mais voilà. Ça peut être un mot un peu valise. Voilà, c'est vrai qu'il faut toujours un peu expliciter ce qu'on veut dire. Mais... Voilà, mais c'est vrai que quand on a discuté ensemble pour préparer cette journée, c'est vrai qu'on parlait aussi de ce paradoxe aussi du manque de reconnaissance alors des disciplines associées, alors que dans le même temps, on prétend à une délégation des tâches, enfin parce que là aussi c'est pragmatique, il n'y a pas assez de pédopsychiatres, comment est-ce qu'on peut continuer de recevoir des patients, de donner autant de chance à chacun, et c'est vrai que donc il y a cette réflexion aussi à avoir de comment on organise le soin et aussi comment on revalorise les métiers. C'est-à-dire que depuis quelques années, par exemple dans le CMPP où je travaille, on a une insistance du côté des médecins pour diminuer les co-références. Parce que responsabilité, parce que... Et pourtant, à côté de cela, on a énormément d'urgences et on s'aperçoit qu'à un moment donné, justement, la référence médicale ne peut pas tenir seule. Donc il faut réengager un débat, justement, sur comment on peut travailler à plusieurs disciplines, sur des
référence commune. Alors ça, c'est fondamental, mais en même temps, on n'est pas aidé, hein, parce que ne serait-ce que pour l'orthophonie, il faut maintenant, enfin moi j'ai renoncé à comprendre, mais voilà, on a un petit guide explicatif, le médecin est obligé de remplir un formulaire CERFA agréé, c'est-à-dire pour qu'un patient, une famille soit remboursé des soins d'orthophonie s'il est suivi en pédopsychiatrie, il faut forcément qu'il soit vu par un médecin qui remplisse le certificat ad hoc, et on a, sous réserve de simplification de notre métier, une charge administrative supplémentaire, une obligation de repasser devant le médecin, voilà, qui fait qu'on peut s'arracher un peu les cheveux. Alors que justement, cette question des co-responsabilités, enfin d'arriver à réfléchir les co-références, ça serait très important. Je vais passer oui. la parole peut-être. Louise-Émilie. Alors, Ah oui. Oui, vas-y. De ce que vous venez d'évoquer, ça me faisait penser effectivement à un autre aspect très important qui pourrait très bien s'intégrer dans les recommandations, c'est comment on restitue aux familles la représentation de la difficulté du diagnostic. C'est un vrai travail, ça a une dimension très importante, on ne sait pas toujours bien faire. Moi récemment j'ai dû évoquer une schizophrénie débutante chez une adolescente, ce qui n'est pas facile. Et donc la position différente entre les parents d'un côté, l'adolescente qui ne supportait pas le diagnostic, etc., etc. Et je trouve que là, il y a vraiment un travail sur toute la dimension des difficultés en pédopsie en général. Voilà, une thématique intéressante. Excusez-moi. Elle est passionnante, cette thématique, d'autant plus qu'il y a maintenant cette confusion. Alors, on a parlé des troubles neurodéveloppementaux, mais le handicap aussi brouille les pistes, parce que c'est le handicap au risque de la psychiatrie, de la dilution de la psychiatrie. C'est-à-dire, si pour avoir des compensations, il faut un handicap qui soit fixé et surtout pas s'améliorer, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma médecine, aucun patient voulait être diagnostiqué ni schizophrène, ni trouble de la personnalité, ni autiste. Alors que maintenant, les patients, les enfants, les ados, les familles viennent et réclament leur diagnostic, mais parce que sinon, ils n'ont pas de droit ouvert, ils n'ont pas une scolarité adaptée. Enfin, on les comprend, ils n'ont pas d'accompagnement. Donc là aussi, on est soumis, encore une fois, à un nouveau paradoxe. Et c'est vrai que c'est vraiment... dévoyer le terme du handicap quand Gorwood avait mis en place sa définition. C'était vraiment dans la réflexion que c'était un handicap fonctionnel à un moment précis et que ça pouvait évoluer dans le temps. Ça n'était pas pour autant figé, même si c'est un handicap psychique comme le handicap physique, et voilà, ça peut s'améliorer. C'est quand même du coup un diagnostic entre guillemets devient plus léger aussi parce que voilà, on peut être schizophrène un temps et un peu moins, et les TND, enfin, c'est vrai que les modèles anglo-saxons nous sont toujours opposés. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à savoir que le professeur McGorry, australien et anglo-saxon, disait maintenant que l'important, ça n'était pas tant le diagnostic dans sa pratique que la sévérité du trouble et le contexte socio-économique de la famille. Et moi, je dois dire qu'avec mes plusieurs dizaines d'années d'exercice, ça me paraît vraiment être le nerf de la guerre. C'est-à-dire que, voilà, une dépression, si elle est sévère, mais avec une famille qui est très mobilisée, conséquente, qui comprend les enjeux de suicidalité, on peut faire effectivement un suivi à domicile avec une équipe mobile, mais une dépression modérée avec une famille qui a plus de difficultés à comprendre de quoi il s'agit, des enjeux vitaux, et qui elle-même est en précarité de travail, de sous, on va hospitaliser, mais ne serait-ce que pour permettre même aux parents de continuer de travailler, enfin pour voilà, sécuriser le contexte. Donc voilà, je pense, c'est pour ça que notre spécialité, elle est aussi toujours en devenir. Je pense qu'un jour, on va rattraper l'Australie. Bon, je vais laisser Louise-Émilie enchaîner. Alors, Louise-Émilie est une collègue pédopsychiatre qui représente la pédopsychiatrie à la JPJA et aussi est membre de la SAFPADA pour voilà, notre plus grand bonheur. Et là aussi, elle nous secoue de temps en temps avec la réflexion des jeunes collègues
voilà, je veux lui laisser la parole. Bon, en fin d'après-midi, si on peut encore se secouer, mais parce que beaucoup de choses ont été dites. D'abord, merci donc, pour cette invitation, cette troisième invitation, cette troisième édition. Donc, effectivement, je vais parler au nom de la coordination nationale psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la JPJA. Donc, la JPJA, c'est l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues, et ça regroupe donc les jeunes psychiatres jusqu'à leur 10 premières années après thèse. Voilà, c'est à peu près cette tranche d'âge-là. Et donc, on est très heureux de pouvoir prendre part à la réflexion engagée par la SFPADA et qu'on partage depuis plusieurs années. Et donc, pour revenir aux éditions précédentes de cette journée, de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent que porte la SFPADA, il faut se rappeler que la première année, on nous avait invités à réfléchir à quelle pédopsychiatrie pour le second quart du XXIe siècle. L'année suivante, on a réfléchi à quelle organisation des soins en pédopsychiatrie pour le second quart du XXIe siècle. Et donc aujourd'hui, on aborde la question des recommandations de bonnes pratiques. Et donc j'avais le souhait d'être dans le souci d'un fil rouge entre ces années et de me poser la question, finalement, quelles conclusions on a tirées des travaux précédents, puisque aujourd'hui, avant de dire comment faire, est-ce qu'on a vraiment totalement explicité ce sur quoi on était d'accord les années précédentes, c'est-à-dire quelle pédopsychiatrie on souhaite et quelle organisation des soins avons-nous retenu de nos réflexions précédentes. Bon. J'ai pas la réponse, peut-être Bruno, du coup, à tous ces éléments, mais je crois quand même pouvoir amener, et puis d'autant plus en cette fin de journée, qu'il y a un élément qui fait consensus, plus d'un, mais en tout cas celui-ci, je me permets de le dire, c'est que la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent ne peut pas être pensée sans une approche plurielle, intégrative et partenariale. Et que la pédopsychiatrie n'est pas la seule réponse à la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Elle n'est même pas le centre de la réponse. Elle est partenaire avec les disciplines associées d'un projet plus vaste. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ça nous amène à nous poser la première question, et je l'ai entendu à plusieurs interventions aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait des recommandations de bonnes pratiques qui concernent uniquement la pédopsie et qui nous impliquent à restreindre notre champ d'action et parler que de la lorgnette du pédopsychiatre, ou alors comment on fait pour nous engager dans des recommandations plus larges, plus intégratives, peut-être plus représentatives aussi de la réalité de terrain, mais sans forcément du coup que le pédopsychiatre se place au centre, et comment on évalue notre légitimité pour quelque part dire un peu aux autres disciplines comment elles devraient faire avec nous. Voilà. Donc c'est toutes ces questions-là aussi, moi, qui m'interpellent. Et une autre couche à cette pluralité, donc non seulement pluridisciplinaire, pluripartenaire, mais dans notre propre discipline, on a aussi des modalités et des lieux d'exercice très différents. Et donc, bien sûr, il y a l'hôpital et le secteur, mais il y a aussi la pédopsychiatrie libérale. J'ai pas entendu le mot aujourd'hui, ou alors j'ai été distraite, mais voilà. Si, bon. Donc oui, c'est vrai. Donc il y a la pédopsychiatrie, il y a le médico-social, et puis il y a aussi d'autres dispositifs territoriaux hybrides. Et donc comment on fait pour inclure cette diversité qui est aussi la richesse de la pédopsychiatrie et qui ne permet pas d'avoir une standardisation de recommandations, auquel cas on ne serait pas applicable à toutes ces modalités d'exercice. Donc si les recommandations répondent seulement à un seul mode d'exercice, et par exemple hospitalo-public, elles risquent de manquer leur cible, voire même de rater l'occasion de fédérer les professionnels, la communauté des praticiens, qui d'ailleurs parfois, on l'a aussi évoqué ce matin et puis dans l'après-midi, a un peu du mal à se reconnaître comme tel. Donc notre proposition face à ce premier questionnement, ce serait vraiment d'instaurer, à partir donc de la méthodologie proposée, d'instaurer un cahier des charges explicite dans la constitution des groupes de travail, avec des sièges vraiment dédiés, clairement identifiés pour chacun des partenaires, qu'ils soient universitaires, secteur, médico-social, associatif, instance territoriale, sans oublier les familles et les aidants et les jeunes générations de professionnels de santé. Vraiment essayer d'inclure en ayant des postes dédiés de représentativité de chacun. Et donc s'assurer que chaque composante soit bien représentée autour de la table.
Ça permettrait ainsi de favoriser une représentativité réelle dans l'écriture des recommandations, améliorer leur visibilité aussi et leur approbation, s'assurer de la faisabilité du terrain par l'ensemble de ces personnes présentes et aussi garantir la mise à jour pertinente de la littérature scientifique. Donc ça, c'est pour le premier point. La deuxième question qui nous a aussi un peu animés, c'est finalement qui devrait écrire ces recommandations. Et pareil, ça a été plusieurs fois abordé aujourd'hui. Est-ce que c'est les instances qui ont une certaine légitimité institutionnelle, qui peuvent faire de la revue de littérature, mais qui ne sont pas au cœur même du terrain et pour en embrasser la complexité? Ou est-ce que c'est les professionnels qui ont cette connaissance fine quotidienne, mais, et je reviens à nouveau moi-même avec cette question en fin de journée, avec quel temps, quels moyens et dans quel cadre? Parce que si je suis l'application du protocole qui a été proposé ce matin, ça demande un investissement en temps, en moyens, en finances. Et donc, comme on fait d'un autre côté le constat que notre effectif est toujours un peu insuffisant pour répondre à la demande clinique, et qu'on a aussi une charge, chacun de nous, administrative et institutionnelle exigeante dans notre exercice au quotidien, comment est-ce qu'on va faire pour dégager du temps et des moyens pour nous investir en plus dans cette mission de recommandation, mais qui est nécessaire, et on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui. Et puis comment s'arranger aussi pour qu'elles deviennent, pour que ces recommandations dans lesquelles on va s'impliquer soient centrales et prioritaires, en tout cas coexistent avec d'autres. Donc là, notre proposition, c'est vraiment d'anticiper cet état de fait en prévoyant en amont vraiment des moyens temporels, organisationnels et financiers qui permettront la mise à disposition des participants au groupe de travail et tous au même titre, enfin avec les mêmes moyens. Parce que justement, le point d'avance, je disais, qu'ils sont de milieux et de modalités d'exercice différentes. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir objectiver et chiffrer le coût réel de cette mobilisation ? Pour pouvoir anticiper les contraintes liées à cet engagement, permettre leur faisabilité pour accéder à la participation réelle de tous les partenaires, secteurs hospitaliers, libéraux, associatifs, qui siégeraient au groupe de travail, et pour garantir que l'écriture reste bien connectée aux pratiques actuelles, à leur évolution et à leurs contraintes. D'où l'intérêt d'avoir vraiment des gens de terrain. Sans cette clarification, on risque à nouveau d'avoir un travail qui repose sur de l'engagement individuel, de la bonne volonté, du bénévolat, et au prix d'un investissement peu ou non reconnu. Et ce serait vraiment dommage parce que ça limiterait la participation, la représentativité des acteurs. Et cette question, elle conditionne vraiment la crédibilité de ce qu'on pourra produire. La troisième question, mais pareil, qui a été abordée, et heureusement d'ailleurs, du coup, ça veut dire que ce qu'on avait préparé n'est pas complètement à côté du sujet, c'est on écrit, mais à partir de quelle base? De quelle base de données? Donc, on a dit, pareil ce matin et cet après-midi à plusieurs reprises, que l'appel de la médecine, fondé sur les preuves, est devenu incontournable. Mais en pédopsychiatrie, le paradigme de l'évidence-based medicine, il est opérant, mais on aimerait qu'il soit encore plus investi sur des questions concrètes de clinique et de pratique. Et pourtant, la discipline, elle s'inscrit, on l'a dit aussi, dans un souci d'approche théorique croisée, qu'elle soit psychodynamique, psychosociale, cognitive, développementale, neurosciences. Et donc où l'EBM, ça ne peut pas être la seule voie de justification des recommandations de bonne pratique. On a envie d'être plus intégratif, plus inclusif, plus large que ça. Et pour produire des preuves, il faut du temps, il faut de la formation, il faut aussi des moyens, et il faut une structuration de la recherche. Et actuellement, je n'ai pas le sentiment que ces conditions sont réunies à la hauteur des enjeux. Alors, ce que je peux vous rapporter de la part de la JPJA, c'est qu'en 2021, on avait fait une enquête pour évaluer les leviers d'attractivité de la discipline qui s'appelait #ChoisirPsychiatrie et qui montrait sur la question de la recherche que les jeunes psychiatres, ils souhaitaient s'engager dans des projets de recherche, mais qu'ils n'en avaient ni le temps ni les moyens, mais qu'il y avait une volonté qui était là. Donc il y a peut-être là une opportunité à saisir dans ces recommandations pour améliorer la qualité des recommandations, ça c'est sûr, mais aussi impulser vraiment un véritable mouvement de réinscrire la recherche dans la pratique clinique au quotidien, dans un souci de former plus largement aux principes de la recherche et valoriser cette activité comme partie intégrante du métier dans la pratique. Donc en fait, il s'agit là, peut-être à l'occasion de ces recommandations, de contribuer à dépasser certaines représentations persistantes, y compris parfois caricaturales, qui entourent notre discipline.
Et enfin, la dernière question qui demeure, en tout cas pour moi aujourd'hui, et je vous la partage, finalement, à quoi ça servirait des recommandations? À qui? Est-ce qu'elles sont destinées à nous structurer, nous rassurer, nous protéger, nous légitimer, ou à rendre nos pratiques plus visibles et compréhensibles pour les autres professionnels, pour les autres institutions, pour les patients, pour les familles, pour les aidants? Bon, peut-être que c'est un peu les deux. Mais en tout cas, il est certain qu'il est nécessaire aujourd'hui, il apparaît nécessaire aujourd'hui de fournir un support pédagogique pour une formation continue essentielle et qui s'appuie vraiment sur une dynamique fédératrice des professionnels de terrain, engagés à la fois dans les soins et dans l'évolution de leurs pratiques. Et Jonathan, ce matin, en a parlé avec le projet Tracer la voie. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et dans cette continuité, rester attentif à ce que ces recommandations ne soient pas perçues comme une tentative d'uniformisation des pratiques qui viendrait réduire la diversité ou imposer des injonctions, quelles qu'elles soient, mais qu'on soit vraiment dans le souci de préserver la diversité et de rendre un peu aussi la liberté aux praticiens d'exercer comme ils le souhaitent après réflexion commune. Donc envisager ces recommandations comme un point d'appui commun, capable de soutenir sans contraindre, d'éclairer les pratiques sans les réduire. Et donc la question, c'est pas, et je crois qu'on y a tous répondu aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire des recommandations, mais plutôt comment on fait des recommandations qui nous rassemblent et qui nous ressemblent, c'est-à-dire à la fois rigoureuses, ouvertes et profondément ancrées dans la réalité du soin. Je vous remercie. Bah, c'est dur d'enchaîner tellement ça sonne bien et ça fait un beau préambule de la présentation, je trouve, de cette proposition de recommandation. Parce qu'effectivement, comme je disais, voilà, avec beaucoup de rigueur, tu nous poses la question du temps, du financement, de la représentativité. Et je pense que ce sont de très très bonnes questions. Et ensuite de l'objectif. Et là aussi, je pense que tu y as partiellement répondu, hein, parce qu'il y a la question effectivement que ça puisse être quand même un socle commun pour nous retrouver, les professionnels de santé, mais aussi pour communiquer. Et là, c'est Jonathan qui parlait de cette, entre guillemets, vraie et fausse complexité de la pédopsychiatrie, mais comment on peut aussi en offrir une lisibilité aux familles, aux patients et aussi à nos décideurs politiques. Oui, pardon, j'avais envie de compléter sur quelque chose que je m'étais dit que je dirais, parce que chacun est venu de son conflit d'intérêts avec ChatGPT. Et donc, pour ma part, j'ai été aussi tentée de demander à ChatGPT de l'aide. Et en fait, au-delà du fait qu'il a trouvé mes réflexions brouillons formidables, j'ai trouvé que son résultat était beaucoup trop nuancé et fade. Et donc, finalement, j'ai gardé ma version. Voilà. Oui, Oui, moi je trouve que c'est vraiment important comment être attractif au niveau des jeunes médecins pour qu'ils viennent vers la psychiatrie et la pédopsychiatrie. Et c'est vrai qu'il faut utiliser aussi les outils actuels, quoi. Hein. Et puis faut pas hésiter au niveau pédagogique. Et c'est vraiment important. Oui. Les jeunes médecins, les jeunes psychologues, les jeunes infirmiers. Voilà, les jeunes. Ouais, les jeunes en général. Et puis, comment la démarche qu'on fait, c'est pas seulement... Alors oui, tout est politique et la pédopsychiatrie comme la psychiatrie est forcément politique parce que c'est effectivement... C'est pas que neurobiologique, c'est quand même une réflexion sur la vie de la cité, comment... on imagine que chaque citoyen se positionne et comme nous-mêmes, on se positionne, donc on ne peut pas faire abstraction de cette dimension politique. Ça me fait penser d'ailleurs que même notre haute autorité de santé, elle a ce défaut, on peut dire le défaut de ses qualités, mais qui est le même que celui du DSM-5, qui est celui de se vouloir athéorique, alors qu'en fait, on constate bien qu'au fil des recommandations, c'est tout sauf athéorique. Donc ça pêche par le même... Oui, ou un souci, alors même pas de représentativité, de Moyen-Âge, là aussi, avec une dimension politique, c'est-à-dire que ça peut s'adresser aussi à des électeurs. Il y a quand même un ciblage aussi d'adressage. Mais on ne peut pas en faire l'épargne non plus.
les questions que tu as soulevées, hein, pour qui, pourquoi, elles sont essentielles parce qu'on n'écrit pas de la même manière selon à quel public on s'adresse. Donc soit il faut adapter à chaque fois quelque chose, mais je crois qu'il était suggéré des fiches synthétiques, différentes façons de formuler les idées, enfin les suggestions, plutôt que recommandations. Oui, ça me paraît important. Et puis l'idée aussi que tu disais, mais je le redisais dans cette histoire de principe de base en préambule, mais une charte, comme tu disais, quelque chose qui ramène un fil rouge conducteur et qui nous rassemble un peu tous dans notre voilà, nos souhaits, dans quel sens ça va aller. C'est vraiment important qu'on s'accorde déjà là-dessus pour ceux qui veulent participer. Oui, c'est en ce sens-là, le sens de... quand j'emploie politique, c'est l'engagement, c'est le sens, et ça ne va pas s'opposer à la scientificité ou à la qualité qu'on a à cœur de défendre de la démarche de soins, autant que nos tutelles en tout cas, pas moins.